Si vous avez fait votre service militaire en France entre 1965 et 1997, vous avez roulé dans un Berlier, la Gazelle, ce GBC 8 KT qui sentait le diesel et la toile mouillée, dont le grondement faisait partie de la mémoire du contingent autant que le clairon du matin. Si vous avez croisé un Magnum sur l'autoroute du Soleil, vous avez vu passer la France qui transportait la France. À son apogée, le constructeur qui portait ces noms employait plus de 40 000 personnes dans 12 usines, de Lyon à Blainville, de Bourg-en-Bresse à Limoges. L'entreprise avait survécu à 2 guerres mondiales, survécu à un séquestre et à 5 ans d'autogestion ouvrière, survécu à une fusion forcée par l'État et à l'effacement de son propre nom. Et puis, après plus d'1 siècle de fabrication française, l'intégralité de l'Empire a été cédée à un groupe suédois. Comment le dernier constructeur français de camions a-t-il fini sous pavillon étranger ? Chapitre 1 : le canut et la mécanique. Cette histoire commence à Lyon, dans les pentes de la Croix-Rousse, là où les métiers à tisser battaient encore derrière les fenêtres hautes des immeubles canuts. C'est là, le 21 janvier 1866, que naît Marius Maximin François Joseph Berlier, aîné de 7 enfants d'une famille de tisseurs profondément religieuse, appartenant à ce qu'on appelait la Petite Église, ces catholiques traditionalistes qui avaient refusé le Concordat de 1801 et vivaient depuis lors dans une foi austère, méfiante envers le siècle, enracinée dans l'effort et la défiance envers la spéculation. Son père tissait la soie, sa mère tenait les comptes de la misère, et le gamin qui deviendrait le plus grand constructeur de camions de France a commencé sa vie à 15 ans comme apprenti tisseur. Les mains dans les fils, le dos courbé sur un métier jacquard, dans un atelier où la lumière n'entrait que par le haut. Mais Marius Berlier n'était pas fait pour la soie. Le soir, après les journées à l'atelier, il montait les escaliers de la Société d'enseignement professionnel du Rhône pour suivre des cours de mécanique et d'anglais. L'anglais, parce qu'il avait compris, avant la plupart de ses contemporains, que les machines qui allaient transformer le siècle parlaient cette langue-là. La mécanique, parce que c'était sa vocation véritable, celle qui le tirait hors du métier à tisser chaque soir, celle qui le poussait à démonter, à comprendre, à reconstruire. Il avait cette obstination silencieuse des hommes de la petite église. Pas de discours, pas de manifeste, juste le travail, recommencer chaque jour jusqu'à ce que la chose fonctionne. En 1894, dans un appentis familial de la Croix-Rousse, un espace si étroit qu'on ne pouvait s'y tenir à 3, Marius Berlier construit son premier moteur monocylindre. Il a 28 ans. Personne ne lui a demandé de le faire. Personne ne l'a financé. C'est un acte de volonté pure, accompli par un homme qui n'a pas fait d'études d'ingénieur, qui n'a pas de capital, qui n'a que ses cours du soir, ses mains, et cette conviction tranquille que le moteur à explosion est l'avenir. L'année suivante, 1895, il construit sa première voiture. Elle roule. Pas longtemps, pas loin, mais elle roule. Le 20 février 1899, il s'installe rue Sully, dans un atelier de 90 mètres carrés. C'est le premier local qui porte un nom, pas encore une usine, pas même un garage digne de ce nom, mais un lieu où un homme seul, puis 2, puis 5, assemble des mécaniques avec des outils qui tiendraient dans une malle. En 1902, le Sceau. Il rachète les usines Audibert et Lavirotte à Lyon-Montplaisir. 5000 mètres carrés couverts, 250 salariés. Le canut est devenu patron. L'apprenti tisseur dirige un atelier d'automobile dans le 8e arrondissement de Lyon, à quelques kilomètres à peine des pentes où il est né, et pourtant à des années-lumière de l'univers de la soie. Ce qui change tout, c'est un contrat signé en 1905 avec l'American Locomotive Company, ALCO, le géant américain de la locomotive. L'accord est simple. Berlier cède à ALCO une licence de fabrication de ses voitures pour le marché américain. Le prix, 500 000 francs or. En monnaie de l'époque, c'est une fortune. Pour Marius Berlier, c'est le carburant qui lui manquait, l'argent qui transforme l'atelier en usine, l'artisan en industriel. Et de cet accord naît un symbole qui traversera le siècle. La locomotive chasse-buffle de l'ALCO, empruntée au logo de la compagnie américaine, devient l'emblème éternel de la marque Berlier.
un constructeur lyonnais de camions portant en blason une locomotive de l'Ouest américain. Il y a dans ce détail quelque chose de la vitalité industrielle du début du XXe siècle. Cette époque où les frontières techniques ne respectaient pas encore les frontières nationales. Mais Marius Berlier ne s'intéresse pas aux voitures de luxe. Il comprend très tôt, plutôt que Renault, plutôt que Citroën, que l'avenir du moteur à explosion n'est pas dans le transport des bourgeois, mais dans le transport des marchandises. Le camion, le véhicule industriel, la machine qui fait tourner une économie, pas celle qui fait tourner les têtes. Et c'est ce choix, fait dans les premières années du siècle, qui déterminera tout le reste, la grandeur, la guerre, les conquêtes et la chute. Chapitre 2. La voie sacrée et l'usine cathédrale. La Grande Guerre fait basculer Marius Berlier de l'industrie dans l'histoire. En 1915, alors que le front s'enlise et que l'armée française dévore des camions plus vite que l'industrie n'en produit, Berlier prend une décision qui relève autant de la vision industrielle que de l'audace foncière. Sous le pseudonyme de Trible, anagramme transparent de son propre nom, il achète 400 hectares de terrain entre Vénissieux et Saint-Priest, au sud-est de Lyon. 400 hectares. C'est la surface d'un village entier. Et sur cette étendue encore agricole, il entreprend de bâtir une usine modèle directement inspirée du Highland Park de Henry Ford à Détroit, l'usine qui avait inventé la production de masse. L'homme qui avait commencé dans un appentis de la Croix-Rousse construit désormais la plus grande usine de France. En 1916, 40 camions CBA sortent chaque jour de Vénissieux pour rejoindre le front. 40 par jour. Le CBA, 3,5 tonnes de charge utile, 4 cylindres, une robustesse qui fera sa légende, devient l'un des véhicules qui maintiennent Verdun en vie. Sur la voie sacrée, cette route départementale entre Bar-le-Duc et Verdun, transformée en artère vitale de la nation, les CBA Berlier roulent jour et nuit, pare-choc contre pare-choc, transportant hommes, munitions, vivres vers la fournaise. L'armée française en commande 25 000 au total. 25 000 camions sortis des halles de Vénissieux pour un seul conflit. En 1917, l'usine assemble même 1025 chars Renault FT sous licence. Ces petits blindés qui changeront la face de la guerre de tranchées. À son apogée de guerre, 12 000 personnes travaillent chez Automobile M. Berlier. Ce qui se construit à Vénissieux entre 1915 et 1918, ce n'est pas seulement une usine, c'est un monde. Marius Berlier, fidèle aux principes paternalistes de son époque et de sa foi, bâtit autour de ses halles un univers complet. Dès 1917, son épouse dirige une crèche à l'entrée du site. Les ouvrières déposent leurs enfants en arrivant à la première équipe et les récupèrent le soir. En 1925, la cité Berlier de Saint-Priest accueille 250 familles dans des logements construits par l'entreprise. Jardins, écoles, fermes attenantes, Union sportive Berlier. C'est le paternalisme industriel dans sa forme la plus aboutie, le patron qui loge, nourrit, éduque, organise les loisirs et en échange exige une discipline absolue. Des gardes verbalisateurs patrouillent les chaînes, les retards sont sanctionnés, la hiérarchie est militaire, la fidélité est attendue, la contestation est impensable. Impensable, jusqu'en 1936. Quand les grèves du Front populaire atteignent Vénissieux, Marius Berlier, alors âgé de 70 ans, est contraint pour la première fois de sa vie de céder devant ses ouvriers. Lui qui avait bâti un empire sur l'autorité patriarcale, lui dont la parole faisait loi dans l'enceinte de l'usine depuis 40 ans, doit accepter les accords Matignon, les congés payés, la semaine de 40 heures, le droit syndical effectif. C'est une humiliation qu'il ne pardonnera jamais, et c'est le premier signe que le monde qu'il a construit, ce monde où le patron décide de tout, de l'heure du déjeuner à la couleur des façades de la cité ouvrière, ne survivra pas au siècle qu'il a lui-même contribué à transformer. Édouard Herriot, maire de Lyon, lui avait remis la Légion d'honneur dès le 9 décembre 1911, avant même la guerre, avant Verdun, avant les 25 000 CBA.
Ce geste dit quelque chose de la place que Berlier occupait déjà dans le paysage lyonnais. L'homme qui avait transformé un quartier de maraîchers en capitale française du camion. Le fils de Canut, devenu le plus gros employeur de l'Est lyonnais. Le patron qui incarnait cette bourgeoisie industrielle rhodanienne, catholique, travailleuse, méfiante envers Paris, fière de ne rien devoir à l'État. Mais l'État allait venir le chercher. Chapitre 3. Le séquestre et le fils. L'occupation pose à chaque industriel français la même question impossible. Produire pour l'ennemi ou fermer et condamner des milliers de familles à la famine. Marius Berlier produit. Entre octobre 1940 et juillet 1944, ces usines livrent 2389 véhicules à l'armée allemande. Le chiffre est documenté, incontestable. Mais il faut le replacer dans un contexte que l'épuration, dans sa hâte, ne prendra pas toujours le temps de mesurer. Sur la même période, Renault livre 32 877 véhicules à l'occupant. Citroën, 32 248. Berlier est 14 fois moins compromis que Renault en volume. Mais Renault est nationalisé, confisqué, transformé en régie nationale, sa collaboration noyée dans le récit de la reconstruction. Berlier, lui, est un patron privé, lyonnais, catholique, autoritaire. Une cible. Le 4 septembre 1944, sur ordre du commissaire de la République Yves Farge, résistant, proche des communistes, investi des pleins pouvoirs dans la région Rhône-Alpes, Marius Berlier est arrêté à Lyon. Il a 78 ans. Ses 4 fils, Jean, Henri, Maurice et Paul, sont également incarcérés. Marius est conduit à la prison Montluc, celle-là même où la Gestapo de Klaus Barbie avait torturé et exécuté des résistants quelques semaines plus tôt. Il échappe à une exécution sommaire grâce à l'intervention d'un délégué de la Croix-Rouge. Dans le chaos de la libération, les fusillades sans jugement ne sont pas rares, et un patron accusé de collaboration est une proie facile. Alors commence ce que l'histoire industrielle française appellera l'expérience Berlier. 5 années d'autogestion ouvrière sous l'égide de la CGT. 7000 salariés, dont près de 80% d'ouvriers, font tourner les usines de Vénissieux sans la famille Berlier, sans la direction patronale, sans le cadre hiérarchique qui avait structuré l'entreprise depuis un demi-siècle. Les camions sortent, les commandes arrivent, la production continue. C'est une expérience unique dans l'industrie française, un combinat de plusieurs milliers de personnes gérées par ses propres travailleurs pendant 5 ans. Mais l'expérience a une fin. En juin 1946, Marius Berlier est condamné pour collaboration économique à 2 ans de prison. Assigné à résidence à Cannes, loin de ses usines, loin de Lyon, loin de tout ce qu'il a construit, il meurt le 17 mai 1949 sans avoir jamais revu Vénissieux. Quelques mois plus tard, en décembre 1949, le Conseil d'État restitue formellement l'entreprise à la famille. L'expérience Berlier s'achève. Les ouvriers qui avaient dirigé l'usine redeviennent ouvriers. La direction revient au Berlier, et c'est Paul qui prend le relais. Paul Berlier, né en 1918, 4e fils de Marius, désigné comme chef de famille par son père selon les principes de la petite église, est un homme différent du patriarche. Là où Marius était un autodidacte obstiné, Paul est un ingénieur formé, méthodique, tourné vers l'international. Il prend la direction technique dès 1951 et la présidence en 1962, succédant à Émile Parfait qui avait assuré l'intérim. Et sous sa direction, Berlier va connaître son véritable âge d'or. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1950, l'usine produit 17 véhicules par jour. Sous Paul Berlier, elle en produira 140. L'effectif passe de 7500 personnes à 23 000 en 1974. Paul ouvre des usines en Algérie et au Maroc dès 1957, lance des missions d'exploration dans le Sahara, négocie directement avec Pékin à une époque où la France n'a pas encore reconnu la Chine populaire. 11 250 camions Berlier vendus à la Chine entre 1959 et 1974. Un exploit commercial et diplomatique qui n'a pas d'équivalent dans l'industrie française de l'époque.
Paul Berlier n'est pas seulement un industriel. Il est un homme qui sait que l'entreprise de son père, l'entreprise que son père n'a jamais revue, doit devenir mondiale pour survivre. Et c'est dans le désert qu'il va le prouver de la manière la plus spectaculaire. Chapitre 4. Les géants du sable. En octobre 1957, Berlier présente au Salon de Paris un objet qui défie l'imagination industrielle de l'époque. Le T100 est si grand, 13 mètres 30 de long, 5 mètres de large, 100 tonnes, qu'il ne tient pas dans le Grand Palais. Il faut construire un pavillon spécial au parc des expositions de la Porte de Versailles pour l'accueillir. 100 tonnes. Un moteur Cummins V12 de 600 chevaux, porté plus tard à 700. Le plus gros camion du monde. Et le plus fou, c'est qu'il a été conçu en 9 mois. 9 mois, du premier trait de crayon au prototype roulant. Paul Berlier avait reçu une demande de la Compagnie française des pétroles pour un engin capable de transporter du matériel de forage à travers le Sahara. Le sable, les dunes, les températures de 50 degrés, les distances de plusieurs centaines de kilomètres, sans route, sans point de ravitaillement, sans ombre. Les bureaux d'études de Vénissieux se sont enfermés et ont travaillé comme on travaillait dans cette usine, sans horaire, sans limite, avec la conviction que si Berlier ne le construisait pas, personne ne le ferait. 4 exemplaires sont produits, 4 seulement. Le T100 numéro 1 finira en plein air à Hassi Messaoud, en Algérie, monument rouillant sous le soleil du Sahara. Le numéro 2 sera restauré des décennies plus tard par la Fondation Berlier et fera le voyage de Lyon à Paris en 4 jours pour le Salon Rétromobile de 2019. Un convoi exceptionnel, escorté par la gendarmerie, pour un camion construit 62 ans plus tôt, dans un pays qui n'existe plus sous la même forme. Le T100 reçoit le Grand Prix 1957 de l'art et de l'industrie automobile français. Mais au-delà du prix, au-delà du spectacle, ce que le T100 révèle, c'est l'ambition de Paul Berlier. Cet homme ne veut pas fabriquer des camions pour les routes de France. Il veut équiper le monde. Le Sahara, la Chine, l'Afrique noire, partout où il y a du sable, de la boue, de la distance et pas de route. Les missions sahariennes Ténéré, lancées entre 1959 et 1960, sont la preuve par le terrain. Des convois entiers de camions Berlier traversent le Sahara dans des conditions extrêmes, documentés par des cinéastes, suivis par la presse, transformés en épopée industrielle. C'est la France des 30 Glorieuses qui se projette dans le désert. Pas avec des armes, mais avec des machines. Et ces machines portent le nom de Berlier. Parallèlement au T100, un autre véhicule naît à Vénissieux, moins spectaculaire, mais infiniment plus important par les chiffres. Le GBC 8KT, que l'armée française baptisera Gazelle, entre en production à partir de 1957. 32 000 exemplaires seront construits en 20 ans, dont 16 500 pour les forces armées. Chaque appelé du contingent entre 1965 et 1997 a vu, conduit ou été transporté dans une gazelle. C'est un objet de mémoire collective nationale. Pas le camion le plus gros, pas le plus rapide, mais le plus omniprésent. Celui qui a fait partie de la vie de centaines de milliers de jeunes Français. La version rénovée Renault GBC 180 roule encore dans les régiments français en 2026. Et puis il y a le GLR, le camion de route, le cheval de la bourde de Berlier. Lancé en 1950, il sera produit pendant 31 ans. Plus de 100 000 exemplaires construits. En 1994, un jury professionnel réuni par le magazine Les Routiers l'élira camion du siècle. 100 000 GLR sur les routes de France, d'Afrique, d'Asie. C'est un réseau capillaire de fiabilité, de pièces détachées faciles à trouver, de mécaniciens qui connaissent chaque boulon. Le GLR est à Berlier ce que la 2 chevaux est à Citroën. Pas un exploit technique, mais un triomphe de l'utile. Au même moment, un autre chemin se trace, celui de l'État. Car pendant que Berlier conquiert le Sahara et la Chine, Paris construit sa propre machine à camion. Le 23 décembre 1955,
La Société anonyme de véhicules industriels et d'équipements mécaniques est créée par la fusion de 3 acteurs. La branche poids lourd de la Régie nationale des usines Renault, la Société Latil de Suresnes et la Somua de Saint-Ouen, ancienne société d'outillage mécanique et d'usinage d'artillerie, héritière de la Première Guerre. L'opération a été initiée par Pierre Lefaucheux, PDG de Renault, qui refusait la fusion totale avec Berliet, souhaitée par certains à la Libération. Le nom commercial, Saviem. La marque initiale, Saviem LRS. Latil, Renault, Somua, avant simplification. À la naissance de Saviem, la France compte encore 12 marques de poids lourds officielles, produisant environ 18 000 véhicules par an. Premier président, Pierre Lemaigre, ex-PDG de Latil. Renault transfère à la nouvelle entité 1000 machines-outils et conserve uniquement les utilitaires de moins de 5 tonnes sous sa propre marque. Saviem grandit par absorption. Les Carchaussons en avril 1959. Floira à Annonay en 1961. Richard Continental en 1965. Sinpar en 1975. Une usine de moteurs diesel baptisée Fulgur ouvre en 1961 sur le site de l'ancien arsenal du Palais-sur-Vienne, près de Limoges. Un accord avec MAN AG, en vigueur de 1964 à 1977, organise un échange croisé, moteur allemand contre cabine Saviem. Les sites se multiplient. Blainville-sur-Orne dans le Calvados pour le montage principal, Limoges pour les moteurs, Annonay pour les autocars. Et puis, en 1971, un rapprochement se noue dans le plus grand calme. Un rapprochement dont personne, à l'époque, ne mesure la portée prophétique. Saviem rejoint le Club des 4 aux côtés de DAF, Magirus Deutz et Volvo pour développer en commun une cabine basculante qui apparaîtra en janvier 1975 sur le Saviem J. C'est la première association industrielle entre une filiale de Renault et le constructeur suédois Volvo. La première poignée de main entre deux mondes qui 30 ans plus tard fusionneront, mais pas dans les termes que quiconque aurait imaginé à l'époque. Car au début des années 70, 2 Frances du camion coexistent sans se parler. D'un côté, Berliet à Lyon, 23 000 salariés, le Sahara, la Chine, une dynastie familiale de 80 ans, la locomotive Alco sur la calandre. De l'autre, Saviem, enfant de l'État, créature de la régie Renault, réseau d'usines de l'Ouest et du Centre, le losange sur le capot. Lyon contre Paris, le patron contre l'État, le camion du désert contre le camion du plan. Personne à Lyon ne sait encore que l'État a déjà décidé de les réunir. Personne ne sait que Michelin, qui contrôle Berliet depuis 1967, est en train de chercher la sortie. Et personne ne sait que la fusion qui s'annonce ne sera pas une union, mais une absorption, suivie d'un effacement. Chapitre 5. Le scandale Pardevis et la mort des marques. Le mécanisme qui va détruire l'indépendance de Berliet ne vient ni du marché, ni de la concurrence étrangère, ni d'une faillite. Il vient de Clermont-Ferrand. En 1967, la famille Michelin, qui possède déjà Citroën depuis 1934, a pris le contrôle de Berliet. L'accord est signé le 27 juillet 1967. Paul Berliet, fragilisé par les conflits sociaux de l'époque et la perte de marché militaire, a accepté l'adossement au géant du pneumatique. François Michelin devient le maître silencieux de Vénissieux. Mais François Michelin ne s'intéresse pas aux camions. Ce qui l'intéresse, c'est Citroën, l'automobile, la DS, le prestige technique. Berliet est un poids dans son portefeuille. Une usine lointaine qui produit des véhicules industriels dans un marché cyclique soumis aux aléas des commandes publiques et de l'exportation. Et au début des années 70, quand les pertes de Citroën commencent à creuser les comptes de la holding Pardevis, Michelin cherche une porte de sortie. Pour tout. En 1972 et 1973, la famille Michelin entame des pourparlers avec Fiat pour céder Citroën au groupe italien via la holding Pardevis. La logique est industrielle. Fiat est le premier constructeur européen, l'opération créerait un géant de l'automobile.
Mais le gouvernement français pose son veto. On est sous Pompidou, puis sous Giscard. Céder Citroën aux Italiens est politiquement impensable. La France ne laissera pas partir la marque du quai de Javel. Ce qui suit est un remaniement du paysage automobile français qui sera dénoncé au Sénat comme un scandale financier. Le sénateur communiste Guy Schmaus dépose un rapport le 18 mars 1975 détaillant ce qu'il appelle une opération montée pour sauver Michelin aux frais de l'État. Le schéma est le suivant. En décembre 1974, Peugeot reprend Citroën avec 1 milliard de francs de prêts du Fonds de développement économique et social. Et la régie Renault reprend Berliet pour 450 millions de francs prêtés par l'État, plus 30 millions sur fonds propres. Michelin est libéré de ses deux fardeaux industriels. Peugeot hérite de Citroën, Renault hérite de Berliet. 24 000 salariés Berliet rejoignent l'orbite de la régie Renault. Mais il n'y a pas de fusion immédiate. Pendant 2 ans, Berliet et Saviem coexistent sous le même toit. 2 marques, 2 cultures, 2 fiertés, 2 organigrammes, 2 réseaux commerciaux, dans cette cohabitation impossible entre l'enfant de l'État et l'héritier du Canut. L'été 1977 met fin à l'ambiguïté. Sous le PDG Bernard Vernier-Pallier, nommé à la tête de Renault en 1975, le plan de restructuration est présenté. Saviem est officiellement apporté à Berliet dans une nouvelle entité baptisée Renault Véhicules Industriels. Apport effectif fin 1978. Le mot fusion est soigneusement évité par les dirigeants pour ménager les susceptibilités lyonnaises. Mais c'est bien une fusion et tout le monde le sait. Paul Berliet est nommé vice-président, une fonction honorifique, un titre sur une carte de visite, une chaise dans un bureau sans pouvoir. L'homme qui avait vendu 11 000 camions à la Chine, qui avait lancé le Tessan dans le Sahara, qui avait fait passer l'entreprise de son père de 17 véhicules par jour à 140, se retrouve spectateur de la dissolution de son héritage. La famille Berliet quitte la direction effective. La dynastie lyonnaise s'éteint au bout de 80 ans. Non pas dans la faillite, mais dans l'absorption par l'État. Le bilan humain de la nouvelle entité est impressionnant sur le papier. Plus de 40 000 salariés, dont 22 à 24 000 issus de Berliet, répartis sur 12 établissements industriels. Vénissieux pour le montage des cabines lourdes, la fonderie et le siège historique. Saint-Priest pour les études et la direction. Bourg-en-Bresse pour le montage longue distance, ouvert en 1964. Blainville-sur-Orne pour les utilitaires moyens. Limoges et le Palais-sur-Vienne pour les moteurs et la division militaire. Annonay pour les autocars. C'est un empire industriel dispersé à travers la France. L'Est lyonnais, la Normandie, le Limousin, l'Ardèche. Reliés par des routes départementales et par la volonté de l'État de créer un champion national du poids lourd. Puis vient la date qui efface tout. Le 21 avril 1980, les marques Berliet et Saviem disparaissent simultanément des calandres. Le losange Renault les remplace. La gamme R succède au Berliet TR. La gamme S succède au Saviem J. Les noms s'effacent, les logos s'effacent, l'ascendance s'efface. Pour les ouvriers lyonnais, beaucoup issus de l'immigration italienne, espagnole puis maghrébine de l'Est lyonnais, des familles qui portaient Berliet dans leur histoire professionnelle depuis 2 ou 3 générations, ce 21 avril est un deuil. Pas un deuil bruyant, pas une manifestation. Un deuil silencieux, celui d'une identité industrielle de 81 ans, remplacée par un losange qui vient de Boulogne-Billancourt. Paul Berliet ne dit rien publiquement. Il se retire au Montelier, dans l'Ain, où il fondera plus tard le conservatoire de la Fondation Berliet. 300 véhicules conservés sur 7000 mètres carrés, la mémoire mise sous verre de ce que l'État a décidé de fondre dans l'anonymat. Il mourra en 2012, ayant survécu 40 ans à la marque de son père. Chapitre 6. Les années losanges. Renault Véhicules Industriels entre dans les années 80 avec un atout que ni Berliet ni Saviem n'avaient séparément. La taille.
Plus de 40 000 salariés, 12 usines, un réseau commercial qui couvre la France entière et une bonne partie de l'Afrique francophone. Le soutien financier et politique de la régie Renault, c'est-à-dire de l'État français, et une ambition que les PDG successifs vont formuler avec une clarté croissante. Faire de RVI un acteur mondial du camion, pas seulement un champion national. Les gammes qui sortent de Vénissieux et de Bourg-en-Bresse dans ces années-là portent désormais le losange, mais les ingénieurs qui les conçoivent sont souvent les mêmes. Formés chez Berliet, trempés dans la culture lyonnaise du camion robuste, nourris de cette fierté technique qui avait produit le T100 et le GLR. La gamme G, lancée au début des années 80, est la première grande réussite de la marque unifiée. Le G260, le G290, des camions de chantier et de distribution conçus pour la polyvalence, capables de passer du bitume au chemin de terre, de la livraison urbaine au transport de matériaux. En 1983, la gamme G est élue camion international de l'année, le premier titre mondial pour un véhicule portant le losange Renault sur une calandre de poids lourd. À Vénissieux, dans les bureaux d'études, c'est une victoire qui valide la fusion. La preuve que le mariage forcé entre l'ingénierie lyonnaise et les moyens de la régie pouvait produire autre chose que de l'amertume. La gamme R prolonge l'héritage direct du Berliet TR. Un camion de route, de longue distance, l'outil de travail des transporteurs qui traversent la France du nord au sud. Elle sera rebaptisée Major en 1992. La gamme B, utilitaire, dérivée du Renault Master, remplace la vieille Super Goélette en 1982. Le Midliner arrive en 1986. Un camion de distribution intermédiaire, entre 3,86 tonnes et 5,90 tonnes, conçu pour la ville et la périphérie, qui deviendra l'un des véhicules les plus vendus de la gamme RVI en France. Mais la vraie mesure de l'ambition de RVI ne se lit pas dans les catalogues français. Elle se lit dans les acquisitions. En 1979, sous le PDG Bernard Vernier-Pallier, Renault prend une participation initiale de 10% dans Mack Trucks, le constructeur américain au logo du Bulldog. La logique affichée est simple. Utiliser le réseau commercial de Mack pour introduire les camions légers européens sur le marché nord-américain. Le Midliner sera exporté aux États-Unis sous le badge Mack Midliner. 10%, c'est une prise de contact, un pied dans la porte. Personne n'imagine encore que cette porte s'ouvrira sur un gouffre. En 1983, lors de l'introduction en bourse de Mack, Renault monte à 40% du capital, tandis que Signal Companies réduit sa propre part à 10,3%. RVI se rapproche du contrôle effectif d'un constructeur américain dont les usines se trouvent à Allentown et Macungie en Pennsylvanie, Hagerstown dans le Maryland, Winnsboro en Caroline du Sud. Des noms que les ouvriers de Vénissieux n'ont jamais entendus, dans des états qu'ils ne sauraient situer sur une carte, pour fabriquer des camions à long capot qu'ils ne reconnaîtraient pas comme des camions. L'autre grande acquisition est plus proche, géographiquement et culturellement. En 1983, RVI rachète Dodge Europe à PSA, les anciennes activités carrière et commerce au Royaume-Uni et Barreiros en Espagne, héritées du rachat de Chrysler Europe par PSA en 1978. D'un seul coup, RVI dispose de sites de production outre-Manche et en péninsule ibérique. L'empire s'étend. En 1987, la participation dans Mack est formellement transférée à Renault Véhicules Industriels. Raymond Lévy est alors PDG de Renault, absorbé par le redressement du groupe après les pertes records de 1985, l'année où Renault Automobile a perdu plus d'argent qu'aucun constructeur français n'en avait jamais perdu. Le transfert de la participation Mack à RVI passe presque inaperçu. C'est une ligne dans un bilan, un actif déplacé d'une colonne à une autre. Personne ne mesure que cette ligne contient une bombe à retardement. Chapitre 7. La France sur 4 essieux. Au milieu des années 80, Renault Véhicules Industriels est le seul constructeur français de poids lourds. Le mot « seul » n'est pas une approximation. Il est littéral. Berliet a disparu, Saviem a disparu, Latil a disparu, Saumua a disparu, Floirat a disparu,
Chausson a disparu. Toutes ces marques qui coexistaient dans les années 50, les 12 constructeurs officiels recensés à la naissance de Saviem, se sont éteintes ou ont été absorbées, et leurs héritages convergent désormais vers un seul point, le losange de Boulogne-Billancourt, apposé sur des camions assemblés à Lyon, Bourg-en-Bresse, Blainville et Limoges. Cette position de monopole national donne à RVI un poids politique considérable. Chaque commande militaire, chaque appel d'offres de collectivités locales, chaque renouvellement de flotte des grands transporteurs français passe par les carnets de commandes de RVI. L'armée roule sur des berliers reconvertis en Renault. La Poste, EDF, les ponts et chaussées, la gendarmerie, le parc roulant de l'État français est un catalogue RVI. Et à l'export, les anciennes relations tissées par Paul Berlier en Afrique, au Maghreb, au Moyen-Orient, continuent de porter leurs fruits sous la nouvelle marque. La part de marché en Europe occidentale avoisine les 15%. Ce n'est pas la première place. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Iveco se partagent le reste. Mais c'est une position de 3e ou 4e rang européen, suffisante pour siéger à toutes les tables de négociation, suffisante pour participer à tous les projets de normalisation, suffisante pour que le nom Renault soit pris au sérieux dans les salons internationaux de Hanovre, de Genève, de Birmingham. Les produits des années 80 portent en eux un savoir-faire que 40 000 paires de mains entretiennent quotidiennement. À Vénissieux, la fonderie continue de couler les blocs moteurs selon des procédés affinés sur 3 générations. Les emboutisseurs façonnent les tôles de cabine avec une précision qui ne s'enseigne pas dans les écoles. Elle se transmet de poste en poste, de père en fils parfois, d'ancien à jeune toujours. Les monteurs de la ligne finale assemblent des camions dont chacun est une combinaison unique. Châssis long ou court, cabine courte ou couchette, moteur 6 cylindres ou 8, boîte manuelle ou automatique. Le tout configuré pour un client précis, un usage précis, une route précise. Ce n'est pas de la production de masse comme on l'entend dans l'automobile. C'est de la production configurée. Chaque camion est presque un objet sur mesure, assemblé en série. À Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, l'usine ouverte en 1964 se spécialise dans les véhicules lourds de longue distance. Les tracteurs routiers, les porteurs grande capacité, les engins qui traversent l'Europe de Calais à Milan, de Bordeaux à Hambourg. C'est ici que naîtra le Magnum, mais avant lui, les Majors et les gammes R sortent des chaînes dans un rythme régulier qui fait de l'usine le cœur battant du transport longue distance français. Les routiers qui prennent livraison de leurs camions neufs à Bourg-en-Bresse connaissent le trajet par cœur. La sortie d'autoroute, le portail, le bureau de réception, la cantine où l'on mange correctement avant de repartir. C'est un rituel, presque un pèlerinage professionnel. À Blainville-sur-Orne, en Normandie, les camions de distribution et les utilitaires moyens prolongent l'héritage Saviem. Les midliners sortent des chaînes pour approvisionner les villes de France. Livraison de nuit, marché de gros, tournée de distribution qui exige un véhicule maniable, fiable, capable de se faufiler dans des rues médiévales et de repartir avant l'aube. Les ouvriers de Blainville sont normands. Une autre culture, une autre fierté, mais la même compétence industrielle que leurs homologues lyonnais. Et à Limoges, dans l'ancien arsenal reconverti, les moteurs diesel tournent sur les bancs d'essai avant de rejoindre les chaînes de montage. La division militaire y maintient aussi son savoir-faire. Les véhicules tactiques, les blindés légers, les engins de franchissement qui portent le losange, mais descendent en droite ligne des gazelles de Berlier. 4 régions de France, 4 cultures ouvrières, un seul patron, Renault, c'est-à-dire l'État. Et à la fin des années 80, cet État patron décide que le champion national doit devenir un champion mondial. Chapitre 8. Le Magnum. Apogée d'un empire. En 1983, dans les bureaux d'études de Saint-Priest, un programme secret est lancé sous le nom de code Ligne 11. L'objectif est de concevoir le camion du futur, un véhicule de longue distance qui rompe avec toutes les conventions de l'industrie. Pour le dessiner, RVI fait appel à un homme dont le nom résonne dans un univers très éloigné des routes nationales. Marcello Gandini, le styliste italien
qui a dessiné la Lamborghini Countach et la Renault 5 Turbo. Un créateur de supercars mis au service du poids lourd. L'idée est folle, et c'est précisément pour cela qu'elle va fonctionner. Ce que Gandini conçoit n'a rien de ce qui existait. Un plancher totalement plat, d'un bout à l'autre de la cabine. Parce que Gandini a compris ce que les constructeurs traditionnels refusaient de voir. Le routier vit dans sa cabine. 5 jours par semaine, parfois 6, c'est son appartement, sa cuisine, sa chambre. Le plancher plat transforme une cabine de camion en studio habitable. La hauteur intérieure atteint 1,87 m au lancement, plus de 2 mètres en fin de carrière. Un homme debout dans un Magnum ne se courbe pas. Il circule. Il existe dans un espace conçu pour lui, pas autour d'un moteur. La cabine est séparée mécaniquement du moteur, suspendue sur 4 coussins d'air qui absorbent les vibrations de la route et du diesel. Le routier qui monte dans un Magnum, après avoir conduit un Major ou un TR de la génération précédente, ressent la différence dans ses vertèbres, ou plutôt dans leur absence de douleur. C'est un saut générationnel, et les conducteurs le comprennent immédiatement. Au lancement en 1990, 2 motorisations sont proposées. L'AE 380, 374 chevaux, turbo-diesel 6 cylindres, la puissance standard pour la longue distance européenne. Et l'AE 500, 503 chevaux, V8 Mach. Ce dernier détail est capital. Le moteur le plus puissant du Magnum, le joyau de la couronne du camion français, est un moteur américain. Il vient de Hagerstown, Maryland, des ateliers de Mack Trucks, la filiale que Renault est en train de racheter à perte. C'est un emprunt technologique, pas une intégration industrielle. Un plaquage commercial, un mariage de convenances mécaniques entre 2 mondes qui n'ont pas appris à travailler ensemble. Mais qui le sait, dans l'euphorie du lancement. Le Magnum est présenté dans l'émission Tomorrow's World de la BBC en 1990 avec Raymond Baxter, une vitrine internationale qui fait connaître le camion français bien au-delà de l'Hexagone. Puis, en 1991, le verdict tombe à Genève. Le Renault Magnum AE est élu camion international de l'année. C'est le Graal du poids lourd. L'équivalent de la voiture de l'année pour les constructeurs de camions, le prix que Mercedes, Scania et Volvo se disputent chaque année avec l'acharnement d'un sport de combat. Le Magnum change la perception du camion français dans toute l'Europe. Eddie Stobart, le transporteur britannique dont les camions verts et rouges sont devenus un objet de culte au Royaume-Uni, adopte le Magnum pour sa flotte longue distance. Norbert d'Entresangle, le géant français du transport à la livrée rouge vif, fait de même. Plusieurs écuries de Formule 1 choisissent le Magnum comme camion atelier. Il est assez vaste pour servir de garage mobile et assez confortable pour que les mécaniciens y dorment entre les grands prix. La production tourne à Bourg-en-Bresse et les commandes affluent. C'est l'apogée, le point le plus haut de l'histoire du camion français. Une marque née de la fusion forcée de 2 rivaux, portant le losange d'un constructeur automobile d'État, produit dans une usine de l'Ain le véhicule le plus admiré de l'industrie européenne du poids lourd. Les ingénieurs de Saint-Priest se permettent d'imaginer la suite. La prochaine génération, le Magnum 2, l'expansion vers de nouveaux marchés. Mais l'ironie dramatique est totale. Car au moment précis où le jury de Genève remet le trophée au Magnum, le compte à rebours financier a déjà commencé de l'autre côté de l'Atlantique. En septembre 1990, quelques mois à peine avant le sacre de Genève, Renault 6 a lancé une offre publique d'achat sur les actions restantes de Mack Trucks à 6,25 $ par action. Le coût total de l'opération est d'environ 103 millions de dollars pour les actions restantes, portant la participation de RVI à 93,1% du capital au 28 septembre, puis à 100% peu après. Sans cette OPA, selon les déclarations officielles, Mack risquait la faillite pure et simple. Les pertes de Mack pour 1989, l'année précédant la prise de contrôle totale, s'élevaient déjà à plus de 185 millions de dollars, selon les déclarations de la direction Mack au Baltimore Sun. La presse française ne le voit pas, ou ne veut pas le voir. L'euphorie du Magnum, le trophée de Genève,
l'orgueil d'une industrie nationale qui vient de prouver qu'elle peut rivaliser avec les meilleurs du continent, tout cela masque le fait qu'à Allentown, en Pennsylvanie, une usine de poids lourds américains brûle 50 millions de dollars par trimestre. Debout sur ce sommet, personne à Bourg-en-Bresse, personne à Vénissieux, personne dans les bureaux de Saint-Priest ne pouvait voir le gouffre qui s'ouvrait sous leurs pieds. Le magnum brillait, Mac saignait, et le même losange figurait sur les deux. Chapitre 9. Le bulldog empoisonné. Le bulldog de Mack Trucks, ce logo rageur, mâchoire serrée, planté sur le capot de chaque camion sorti d'Allentown, était un symbole de ténacité américaine. Les routiers indépendants de la côte Est, les Owner Operators, qui possédaient leur propre tracteur et vivaient sur la route 50 semaines par an, portaient le bulldog comme un insigne d'appartenance. Mack, c'était l'Amérique des longs courriers, des diners au bord de l'Interstate, des relais routiers du New Jersey et de la Pennsylvanie, des capots interminables et des moteurs qui grondaient comme des locomotives. C'était un monde que les ingénieurs de Vénissieux ne connaissaient pas, ne comprenaient pas et n'avaient aucun moyen d'intégrer à leur propre culture industrielle. Car entre Mack et Renault 6, tout divergeait. L'architecture d'abord. Les camions américains de classe 8 sont des véhicules à long capot, le moteur devant le conducteur, la cabine perchée en hauteur, conçus pour des autoroutes rectilignes de plusieurs milliers de kilomètres. Les camions européens sont des cabines avancées, le conducteur au-dessus du moteur, compact, maniable, pensé pour des routes plus étroites, des villes plus anciennes, des distances plus courtes. Standardiser les plateformes entre les deux rives de l'Atlantique revenait à demander à un architecte de concevoir simultanément une maison normande et un ranch du Texas avec les mêmes plans. La culture commerciale ensuite. En Europe, les clients de RVI étaient des flottes intégrées, des entreprises de transport qui achetaient 50, 100, 200 camions d'un coup, négociaient des contrats cadres, entretenaient des relations suivies avec le constructeur. Aux États-Unis, une part considérable du marché Mack reposait sur les Owner Operators, des indépendants qui achetaient un seul camion, souvent à crédit sur 7 ou 8 ans, et dont la fidélité à la marque était quasi tribale. Vendre à un Owner Operator de Pennsylvanie et vendre à un directeur de flotte de Norbert d'Entresangles, c'étaient deux métiers différents qui ne partageaient ni les codes, ni les marges, ni les cycles. Les syndicats, enfin. À Vénissieux, la CGT et la CFDT structuraient la vie sociale de l'usine depuis l'expérience Berliet. Le dialogue était conflictuel mais codifié. Les comités d'entreprise, les délégués du personnel, les accords de branche. Aux États-Unis, Mack était sous convention United Auto Workers, une organisation dont les méthodes de négociation, les grilles salariales, les avantages sociaux et les rigidités contractuelles n'avaient aucun équivalent dans le système français. Les cadres de RVI envoyés à Allentown pour piloter l'intégration se heurtaient à un mur culturel aussi épais que l'Atlantique qui séparait les deux sièges. Et pendant que ces incompatibilités structurelles s'accumulaient, Mack perdait de l'argent à une vitesse qui défiait l'entendement. En 1991, l'année même du sacre du Magnum à Genève, le président de Mack, Hélios Pascual, déclare au Baltimore Sun le 20 novembre que l'entreprise perd 50 millions de dollars tous les 3 mois. 50 millions par trimestre. 200 millions sur l'année. Les effectifs sont réduits de 7 000 à 5 460 personnes. L'usine moteur de Hagerstown passe de 1 200 à 900 employés. La part de marché américaine de Mack tombe à 11,4%, le plus bas historique de la marque au Bulldog. Le marché lui-même s'effondre. Les ventes de camions de classe 8 aux États-Unis chutent à 98 700 véhicules en 1991, un plus bas historique pour l'ensemble du secteur. L'usine de Winnsboro, en Caroline du Sud, ouverte en 1987 avec l'espoir de devenir le fer de lance de la production Mack dans le Sud, n'a jamais tourné à pleine capacité. Elle tourne au ralenti, consommant des frais fixes sans produire suffisamment de camions pour les couvrir. En 1982, les pertes continuent. En 1993, alors même que le marché américain des poids lourds remonte à son plus haut niveau depuis 15 ans, Mack perd encore 64 millions de dollars sur un chiffre d'affaires d'1,7 milliard. Le marché se redresse. Mack, non. C'est le signe le plus inquiétant.
Quand un constructeur perd de l'argent dans un marché en croissance, ce n'est pas la conjoncture qui est en cause, c'est la structure. À Lyon et à Boulogne-Billancourt, les cadres de Renault regardent les chiffres remonter chaque trimestre de l'autre côté de l'Atlantique, avec un mélange de stupeur et d'impuissance. L'argent qui aurait dû moderniser Vénissieux, renouveler les machines de Bourg-en-Bresse, financer la prochaine génération du Magnum, cet argent traverse l'océan pour combler le trou de Mac. Les ouvriers de l'Est lyonnais ne le savent pas encore dans le détail, mais ils le sentent. Les investissements ralentissent. Les plans de recrutement sont gelés. La CGT, historiquement très implantée à Vénissieux depuis les années 40, commence à dénoncer ce qu'elle appelle un transfert de ressources françaises vers l'Amérique. Les usines de Maconji et de Hagerstown aspirent les capitaux que les usines françaises réclament en vain. Chapitre 10. Le mariage suédois raté. Au cœur de cette hémorragie, une planche de salut apparaît. Le 6 septembre 1993, Louis Schweitzer, PDG de Renault depuis 1992, énarque, fils du gouverneur du FMI Pierre-Paul Schweitzer, homme de réseau et de dossier, annonce conjointement avec Per Gyllenhammar, président de Volvo, un projet de fusion entre Renault et le groupe suédois. Les économies annuelles estimées, selon l'automobile ancienne, s'élèvent entre 30 et 40 milliards de francs. L'opération créerait un géant de l'automobile et du poids lourd. Renault Automobile plus Volvo Cars, Renault 6 plus Volvo Trucks plus Mack. Le rêve d'un constructeur transatlantique franco-suédois assez puissant pour rivaliser avec les trois grands Allemands. Mais la branche camion de Volvo voit le danger. L'addition Volvo Trucks, Renault 6 et Mack créerait un monstre en classe 8 américaine, avec une part de marché combinée suffisante pour déclencher les hostilités antitrust. Et surtout, les cadres de la branche camion suédoise ne veulent pas hériter du boulet Mack, ce gouffre américain qui a déjà englouti des centaines de millions de dollars sans produire un seul trimestre de profit stable. Le mariage Renault-Volvo, vu de Göteborg, est un cadeau empoisonné enveloppé dans du papier tricolore. Les actionnaires suédois, travaillés en interne par les cadres de la branche poids lourd hostile à l'opération, se retournent contre Gyllenhammar. Le 2 décembre 1993, 3 mois seulement après l'annonce, l'accord est mort. Les actionnaires dénoncent ce qu'ils appellent une OPA déguisée. L'État français, qui détient Renault, refusant la privatisation demandée par les Suédois comme préalable à toute fusion d'égaux. Gyllenhammar est poussé vers la sortie. La fierté nationale suédoise a joué son rôle. Le refus viscéral de voir un joyau industriel scandinave absorbé par un groupe détenu par la République française. Pour Renault 6, l'échec est une condamnation. Le seul partenaire qui aurait pu absorber les pertes nord-américaines, partager les coûts de développement moteur, mutualiser les réseaux commerciaux en Europe, vient de claquer la porte. RVI et Mack restent seuls. Et seuls, ils ne pèsent pas assez lourd pour survivre dans un marché mondial qui se consolide à grande vitesse. Daimler rachète Freightliner, Volvo lorgne Scania, le jeu devient celui des géants. Ce que personne ne mesure en décembre 1993, c'est que l'échec du mariage d'ego prépare la reddition du vendeur. 7 ans plus tard, Schweitzer reviendra à la table suédoise, non plus comme partenaire, mais comme cédant. Chapitre 11. Le redresseur et l'illusion du répit. Un homme tente pourtant de sauver Mack. Pierre Jocou, ancien directeur qualité de Renault Automobile, l'homme qui avait eu le courage de retarder le lancement de la R19 en 1988 parce que le niveau de qualité n'atteignait pas le seuil acceptable, est nommé chairman, présidente et CEO de Mack Trucks le 1er mars 1995. Jocou est un Français envoyé pour appliquer des méthodes françaises à un problème américain. Son credo, le Total Quality Management, le juste à temps, la méthode MCTM héritée de la régie. Son objectif est arithmétique. Réduire le point mort de Mack de 20 000 à 14 000 camions par an d'ici 2000.
Cela signifie produire moins cher, avec moins de fournisseurs, moins de rebuts, moins de camions retournés en garantie. Du côté français de l'opération, le nombre de fournisseurs est réduit de 930 à 650. Du côté américain, de 926 à 463, avec un objectif de 300 à l'horizon 2000. Le niveau de qualité s'améliore de 81% depuis 1990, selon l'usine nouvelle. Le coût de la garantie baisse de 60%. Au premier semestre 1995, Mack affiche une marge de 3% du chiffre d'affaires. 3%, c'est mince, mais c'est du noir après des années de rouge. Joku cède la place à Michel Gigoux le 1er décembre 1996. Le redressement technique a fonctionné. Mais le mal est plus profond que les fournisseurs avaient rebut. Selon le journal Le Temps, citant les résultats Renault 1998, la branche véhicule utilitaire est passée d'une perte de 51 millions de francs en 1997 à un bénéfice d'1,120 milliard de francs en 1998. Mack gagne enfin de l'argent. Les méthodes Joku ont porté leurs fruits. Trop tard. La confiance des dirigeants de Renault dans leur capacité à porter durablement une activité camion mondiale est brisée. L'aventure Mack a duré 11 ans, de la prise de contrôle totale en 1990 au retour aux bénéfices en 1988. 11 ans de pertes, de crises, de plans de restructuration transatlantique, de cadres français envoyés en Pennsylvanie pour apprendre à des Américains à produire autrement. Le traumatisme est trop profond. Et pendant ces 11 années, Renault lui-même a traversé l'enfer. En 1996, selon Le Temps, le groupe perdait 5,25 milliards de francs français. Georges Besse, le PDG qui avait entrepris de redresser la régie, a été assassiné le 17 novembre 1986 par le commando d'action directe, abattu au bas de son domicile dans le 14e arrondissement de Paris. Son successeur, Raymond Lévy, a poursuivi l'assainissement. Mais l'hémorragie Mack a vidé les réserves de patience, de capital et de foi. Louis Schweitzer, à la tête de Renault depuis 1992, fait un calcul que l'histoire retiendra comme la décision fatale. Si Renault veut survivre comme constructeur automobile, la Mégane, la Clio, l'alliance naissante avec Nissan annoncée en mars 1989, il doit se débarrasser du poids lourd. Littéralement. Renault 6, Mack, 40 000 salariés répartis sur 3 continents, des usines en France, aux États-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni, tout cela doit partir. La question n'est plus de savoir si Renault va vendre sa branche camion. La question est à qui et pour combien. Chapitre 12. La reddition. L'acheteur, c'est Volvo. Le même Volvo qui avait refusé le mariage en décembre 1993. Mais le Volvo de 2000 n'est plus celui de 1993. Per Gyllenhammar est parti. Leif Johansson, nommé PDG en 1997, a recentré le groupe sur les véhicules utilitaires. Il a vendu Volvo Cars à Ford en 1999. Le Volvo qui revient à la table n'est plus un constructeur automobile diversifié. C'est un spécialiste pur du camion, de l'autocar, du moteur diesel et du matériel de chantier. Et ce spécialiste veut devenir le numéro 1 mondial. Ce que Johansson voit dans Renault 6 et Mack, c'est exactement ce dont il a besoin. Un réseau français et méditerranéen qui complète le réseau scandinave et nord-européen de Volvo Trucks et une marque américaine de classe 8 qui donne à Volvo une présence duale sur le marché nord-américain. Le boulet que les actionnaires suédois avaient refusé en 1993 est devenu, 7 ans plus tard, un actif stratégique. Pierre Joku et Michel Gigoux avaient fait le travail. Mack gagnait de l'argent. Et c'est Volvo, pas Renault, qui allait en récolter les fruits. Le 25 avril 2000, l'accord cadre est annoncé. Louis Schweitzer déclare au journal Le Temps que les discussions actives ont débouché très rapidement car la logique d'un rapprochement était forte. La rapidité dit tout. Renault voulait vendre, Volvo voulait acheter. Les deux parties étaient pressées.
Renault parce que la branche camion pesait sur le bilan au moment où l'alliance Nissan exigeait toutes les ressources. Volvo parce que chaque mois sans acquisition était un mois de retard sur Daimler Freightliner. Le 18 juillet 2000, l'accord définitif est signé. Le 1er septembre, la Commission européenne autorise l'opération sous réserve que Volvo cède son activité camion à cabine surbaissée pour la collecte d'ordures ménagères et que Renault cède sa division autobus Irisbus à Iveco. Le 18 décembre, le Department of Justice américain publie son décret de consentement, communiqué numéro 701, qualifiant la transaction d'1,8 milliard de dollars et imposant la cession de la ligne de camions LCOE lourd de Volvo en Amérique du Nord. Le 2 janvier 2001, le closing est officiel. Renault 6 et Mack sont déconsolidés du groupe Renault. En échange, Volvo transfère à Renault SA 13 860 494 actions Volvo série A, plus 30 291 594 actions série B, soit 10% du capital d'AB Volvo. Renault rachètera ensuite 4,9% supplémentaires sur le marché, montant à 14,9%, puis à 21,05% au 30 juin 2001. Le 2 janvier 2001 est la date où le dernier constructeur français de poids lourds cesse d'être français. Au Sénat, les promesses sont solennelles. Le 11 mai 2000, le secrétaire d'État à l'industrie Christian Pierret, du gouvernement Jospin, répond à la question du sénateur Michel Teston. Renault a garanti que l'emploi chez RVI serait maintenu, qu'il n'y aurait pas de changement de statut des salariés, que Volvo et RVI conserveraient leur identité, leur marque et leur site de montage respectifs. Christian Pierret ajoute que ces engagements feront l'objet au jour le jour d'une extrême vigilance. L'État détient à cette date 44% de Renault. Il a politiquement validé l'opération. Il se porte garant. La plus-value de cession enregistrée par Renault au premier semestre 2001 est de 335 millions d'euros. Le nouvel ensemble Volvo-Renault Trucks Mack devient le premier constructeur européen de camions, le deuxième mondial. 165 000 camions de plus de 5 tonnes par an. 28% du marché ouest européen, 24% du marché nord-américain. Renault Trucks adopte officiellement ce nom commercial en 2002, abandonnant la dénomination Renault Véhicules Industriels. Sur le papier, c'est un triomphe industriel. Dans les faits, les camions qui portent le losange Renault sur les routes de France sont désormais conçus à Göteborg et leur profit remonte en Suède. Chapitre 13. Le silence de Vénissieux. Ce qui suit le 2 janvier 2001 n'est pas un effondrement brutal. C'est un lent vidage. Le genre de démantèlement qui ne fait pas la une des journaux parce qu'il n'y a jamais de jour unique où tout s'arrête, juste des plans successifs, des annonces espacées, des chiffres qui descendent d'année en année, de décennie en décennie, dans une courbe que personne ne trace jamais dans sa totalité. Renault elle-même se désengage progressivement du capital Volvo, transformant l'alliance industrielle en opération financière. En octobre 2010, Renault cède ses actions Volvo de série B, 302 915 940 actions, à 93 couronnes suédoises pièces, encaissant 28 200 millions de couronnes, soit un peu plus de 3 milliards d'euros. L'opération réduit de moitié l'endettement du groupe Renault. En décembre 2012, Renault solde l'intégralité de ses actions A pour 1 476 millions d'euros. Les ministres Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg annoncent que 45% du produit servira à la base industrielle Renault en France. Mais la base industrielle Renault en France, c'est l'automobile, la Clio, la Mégane, les usines de Flins et de Douai. Pas les camions. Les camions appartiennent à Göteborg. Le dernier fil financier entre Renault et ce qui fut son empire camion est coupé. Ce qui reste, c'est une marque, Renault Trucks. Un nom français sur des véhicules dont la R&D moteur lourd est désormais centralisée en Suède,
dont les décisions de gamme se prennent à Göteborg, dont les moteurs DXi sont des dérivés directs des D11 et D13 Volvo. Le Renault Trucks T, élu camion international de l'année 2015 le 23 septembre 2014 à l'IAA de Hanovre, avec 129 points et 48 points d'avance sur le deuxième, partage l'essentiel de sa plateforme avec le Volvo FH. C'est un excellent camion. Ce n'est plus un camion français. Les plans sociaux arrivent avec la régularité d'un métronome suédois. En mars 2014, lors du comité central d'entreprise du 19 mars à Saint-Priest, 508 suppressions de postes sont annoncées. 319 à Lyon et Saint-Priest-Vénissieux, 128 à Blainville-sur-Orne, 61 à Bourg-en-Bresse. Ce ne sont pas des licenciements secs, le vocabulaire des ressources humaines a appris à éviter les mots qui blessent, ce sont des ajustements de structure, des mesures d'adaptation. Mais derrière les mots, 508 personnes quittent une entreprise dont les murs portent encore, quelque part sous la peinture, les traces du nom Berlier. En 2020, Bruno Blin, président de Renault Trucks SAS, annonce un nouvel ajustement. 463 emplois en France, dont 439 à Saint-Priest et Vénissieux, dans les services de recherche, de développement et d'études. 439 postes d'ingénieurs et de techniciens. Les cerveaux, pas les bras. C'est le savoir-faire lui-même qui est amputé, pas seulement la force de production. La CFDT, dans un communiqué d'une sécheresse inhabituelle, s'insurge contre des annonces d'une telle ampleur pour un groupe qui a bénéficié de financements massifs de la part de l'État. Et l'on repense aux mots de Christian Pierret au Sénat le 11 mai 2000. Les engagements sur l'emploi, sur l'identité, sur la vigilance au jour le jour. 20 ans ont passé. L'emploi n'a pas été maintenu. L'identité est un logo sur une calandre suédoise. La vigilance s'est éteinte avec le mandat du secrétaire d'État. L'usine moteur de Vénissieux emploie aujourd'hui environ 750 collaborateurs sur 52 000 m², produisant 250 à 300 moteurs par jour pour l'ensemble du groupe Volvo. Le site Saint-Priest-Vénissieux compte environ 4 000 salariés. 40 000 en 1978, 4 000 en 2026. Le chiffre seul raconte l'histoire. Et voici l'ironie dernière, celle que Marius Berlier, mort à Cannes en 1949 sans avoir revu ses usines, n'aurait jamais pu concevoir. Volvo possède désormais Mack Trucks. Le bulldog empoisonné qui a vidé les caisses de Renault 6 pendant 11 ans est devenu un actif rentable suédois. Les gammes Granit et Pinacle ont relancé la marque américaine. Mack a célébré son centenaire en 2000 avec des éditions limitées Vision. L'erreur fatale de Renault, l'OPA de septembre 1990, les centaines de millions de dollars brûlés dans les années qui ont suivi, a fini par enrichir l'acheteur qui a récupéré l'ensemble pour 1,8 milliard de dollars. Ce que Renault a payé en sang financier pendant une décennie, Volvo l'a récolté en dividendes. Chapitre 14. Ce qui reste. La fondation de l'automobile. Marius Berlier existe toujours. Créée par Paul Berlier en 1982, reconnue d'utilité publique par décret du 8 janvier de la même année, elle occupe la villa Berlier au 39 avenue Esquirol, dans le 3e arrondissement de Lyon. Une demeure inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1989. Au Montelier, dans l'Ain, le conservatoire abrite environ 300 véhicules sur 7000 m². Paul Berlier en a confié la présidence à son neveu Philippe Brossette, fin 2008, 4 ans avant sa propre mort en 2012. Le mécène officiel de la fondation est Renault Trucks SAS, c'est-à-dire indirectement AB Volvo, Göteborg, Suède. La mémoire de Marius Berlier est financée par le groupe qui a absorbé son héritage. Il y a dans ce détail quelque chose qui résume tout. La survie par la grâce de celui qui a causé la disparition. Le T100 numéro 2, restauré avec une patience d'horloger, est le joyau du conservatoire. Le T100 numéro 1 est toujours en plein air à Hassi Messaoud, en Algérie, exposé sous le soleil du Sahara qu'il a été conçu pour traverser, dans un pays qui a changé de régime depuis l'époque où les missions Ténéré sillonnaient ses dunes. En 2019, le numéro 2 a fait le voyage de Lyon à Paris en 4 jours pour le salon Rétromobile.
Un convoi exceptionnel pour un camion de 100 tonnes, construit 62 ans plus tôt par des hommes dont les petits-enfants travaillent peut-être encore à Vénissieux, mais sous un autre drapeau. À Lyon, dans le 8e arrondissement, l'ancienne friche Berlier de l'usine de Montplaisir, les 5000 m² rachetés à Audibert et Lavirotte en 1902, le premier vrai atelier de Marius, est devenu un nouveau quartier mixte en 2014. Logements, commerces, crèches. Une rue Marius Berlier traverse le quartier. Le commissariat de police au numéro 40 est familièrement appelé le commissariat Marius Berlier par les habitants. Un homme qui a passé 80 ans à construire des camions réduits, dans la mémoire urbaine, au nom d'un commissariat. À Vénissieux, l'usine tourne encore. Plus petite, plus silencieuse. Les moteurs qui en sortent alimentent des chaînes de montage suédoises. L'avenue Pierre-Cot mène toujours au portail historique, mais les gardes qui contrôlent l'accès portent des badges Volvo Group. La cantine sert toujours à manger aux ouvriers de la première équipe, mais ils sont 750, là où ils étaient 12 000 du temps de guerre, 23 000 du temps de Paul Berlier, 40 000 du temps de RVI. La division militaire, elle, a survécu sous une forme que personne n'avait prévue. En novembre 2016, Volvo a annoncé sa volonté de céder sa division Government Sales, dont Renault Trucks Defense. La division est rebaptisée Arcus en mai 2018, un nom latin, comme pour masquer sous l'Antiquité la rupture avec le présent. Arcus reste filiale de Volvo Group, mais produit toujours des véhicules militaires à Versailles, Saint-Nazaire et Limoges. C'est par Arcus que survit en pratique la division militaire de l'ex-Berlier. Le programme de rénovation des GBC 8KT en GBC 180, ces gazelles que des centaines de milliers d'appelés ont connues, continue sous ce nom nouveau. Le camion a changé de badge 5 fois. Berlier, Renault 6, Renault Trucks, Renault Trucks Défense, Arcus, mais il roule toujours dans les régiments français et les mécaniciens militaires qui le maintiennent en état connaissent encore ses boulons par cœur. Les routiers qui ont conduit les Magnum, les Premium, les Major, les Kirax, les hommes qui ont passé des semaines dans ces cabines, dormi sur les couchettes de Bourg-en-Bresse, mangé dans les relais de l'autoroute du Soleil, forment une communauté qui se retrouve sur les forums spécialisés et lors des journées du patrimoine. Ils parlent de leurs camions comme d'autres parlent de maisons d'enfance. Le Magnum, surtout, reste un objet de vénération. Le plancher plat, la hauteur de cabine, le confort qui avait changé leur vie professionnelle. Sa production a pris fin en 2013, remplacée par le Renault Trucks T. Mais dans les parkings des relais routiers, il en reste. Fatigués, kilométrés, mais debout. Leurs conducteurs ne les échangeraient pour rien. Et puis, il y a cette chose que le commentateur moyen sur les réseaux ne sait pas, ou ne veut pas savoir. Quand un Renault Trucks T passe sur l'autoroute, ce losange familier, cette cabine grise ou blanche, ce grondement de diesel qui fait partie du paysage sonore de la France depuis un siècle, le spectateur ordinaire pense « camion français ». Il a tort. Le camion est assemblé en France, parfois, la marque est française, juridiquement, mais les décisions sont prises à Göteborg. Les profits remontent en Suède, les plans de recherche et développement sont validés en Scandinavie. Et quand il faut supprimer 439 postes d'ingénieurs à Saint-Priest, c'est un conseil d'administration suédois qui signe. Le losange est toujours là. La locomotive Alco a disparu, le Bulldog est passé à l'ennemi. Et l'usine de Vénissieux, celle que Marius Berlier a bâtie sur 400 hectares achetée sous un faux nom en 1915 pour ravitailler Verdun en camion, cette usine fonctionne toujours, sous une marque française qui n'est plus française depuis un quart de siècle.